Bonsoir, chers auditeurs, amis lorrains, amis d'ailleurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un journaliste, un journaliste qui s'est fait connaître, me semble-t-il, il y a quelques années au temps de Spoutnik. Et il revient aujourd'hui avec l'Empire Netflix, l'emprise du divertissement. Il s'agit d'Édouard Chano. Monsieur Chano, bonjour. Bonjour Xavier, merci beaucoup pour votre invitation. Eh ben, je vous en prie, Monsieur Chano, je vous invite parce que justement, je suis tombé sur ce petit livre très intéressant et qui traite d'un sujet qu'on essaye, en tout cas avec nos modestes moyens, de traiter sur nos ondes, à savoir le combat culturel. Et s'il y a bien une entreprise et s'il y a bien un conglomérat, on pourrait même dire aujourd'hui, qui s'est lancé dans le combat culturel de masse, c'est le cas de le dire, c'est bien Netflix. Et donc vous avez sorti ce petit livre, donc l'Empire Netflix, l'emprise du divertissement aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, c'est une réflexion, on pourrait dire, qui nous explique comment Netflix a progressivement mis la main sur la diffusion culturelle à grande échelle. Mais avant toute chose, il s'agit de définir un petit peu l'objet. Netflix, c'était un loueur de films, hein, comme on avait avant avec Oui, en effet. les loueurs de cassettes dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent. Aujourd'hui, si je suis votre ouvrage, c'est devenu bien plus qu'un loueur de films, bien plus qu'un diffuseur culturel, c'est presque un, un objet de la pop culture. C'est-à-dire que maintenant, le N Netflix, c'est un petit peu comme Mhm. le M Ouais, McDonald's, c'est-à-dire que ça a vraiment envahi ouais, complètement. la pop culture. Complètement. J'aime beaucoup votre analogie. En effet, le N de Netflix, c'est comme le M de McDonald's. L'algorithme de Netflix, c'est aussi précieux pour le tech capitalisme américain que l'était la formule du Coca-Cola il y a presque un siècle, ou il y a un siècle, pour les Américains. Il y a quelque chose de central dans Netflix. C'est vraiment l'air du temps. C'est vraiment un symbole de 2022, disons de 2010, au moins deux à partir de 2010. Je ne sais pas jusqu'à quand Netflix sera comme ça au centre de toutes les attentions et du divertissement, mais en tout cas c'est un phénomène incontournable. Moi, c'est pourquoi j'ai écrit ce bouquin, c'est en grande partie parce que j'admets, je consomme Netflix et d'autres plateformes aussi, et écrire c'était une manière de m'émanciper, c'était une manière évidemment d'admettre que j'étais happé comme 223 millions d'individus à travers la planète, mais même plus d'ailleurs parce que il y a 223 millions d'abonnés, mais leurs proches aussi utilisent les mêmes abonnements, donc c'est encore plus que cela. Donc c'était une manière de déguiser mon esprit critique, de reprendre un peu de recul vis-à-vis de cette plateforme que d'ailleurs j'admets totalement apprécier à certains égards. Voilà. Oui, je plaide coupable également, hein, parce qu'on va critiquer Netflix durant ce petit entretien. Mais voilà, comme vous l'avez dit, vous consommez, moi aussi. Et d'ailleurs, finalement, c'est en consommant qu'on se rend compte aussi de la chose. Alors, il y a un point que j'aimerais soulever avec vous, on va en soulever plusieurs, mais ça, c'est le point qui m'a vraiment marqué dans votre bouquin. Page 26, je vais un peu le citer comme on fait d'habitude. Vous revenez notamment sur le côté entreprise de gauche. Ouais, c'est une entreprise de gauche, c'est une entreprise, on va dire, bien pensante. On parlera de la haute culture un peu plus tard, mais une entreprise qui va dans le sens de ce qu'il faut penser, qui préserve ses employés, voilà, qui grosso modo, vous le dites, liberté et responsabilité. Un slogan Mhm. voilà, très intéressant, liberté et responsabilité. La devise du fondateur Liberté et responsabilité, slogan libéral par excellence, le titre de son livre coécrit avec Erin Mayer, professeur à l'INSEAD, La règle, pour l'interrogation, pas de règle pour l'exclamation, un titre qui ressemble furieusement au slogan de mai 68, interdit d'interdire. Dans la Silicon Valley, le libéralisme flirte dangereusement avec le libertaire. Les enfants de hippies sont devenus de redoutables capitalistes. Donc effectivement, ça renvoie à beaucoup de choses. On pense par exemple à Kluskar et le fameux concept des libéraux libertaires. Est-ce que c'est ça l'entreprise Netflix? C'est vraiment l'héritière de cet esprit, les libéraux libertaires? Alors, en fait, alors, je n'utilise pas je qualifie pas le Netflix d'entreprise de gauche parce que je comprends complètement pourquoi vous la qualifiez comme ceci. Aux États-Unis, bon, les catégories gauche-droite diffèrent, les catégories doctrinales aussi. Euh, Idéologiquement, Netflix, c'est la rencontre entre des capitalistes et des producteurs, des scénaristes, des acteurs, enfin un air du temps plus libertaire, héritier de la New Left. Donc
ce qui se traduit le mieux par la pensée 68 en France. Donc, et socialement, en effet, comme vous le citez, les enfants des hippies californiens sont redevenus des capitalistes. D'une certaine manière, ils font la fusion d'ailleurs entre leurs grands-parents qui étaient bourgeois, leurs parents qui sont hippies, et eux-mêmes sont bobos, les deux à la fois. Donc il y a cette espèce de pensée californienne. On a parlé de Californian Ideology dans les années 90, qui est donc un mélange de cette gauche de gauche, New Left, et une pensée ultra-capitaliste, en fait, qu'on appelle libertarienne, mais qui est très difficile à comprendre en français. Et donc la meilleure manière de traduire cette espèce de magma, j'insiste, ce n'est pas une philosophie, c'est vraiment un magma, la meilleure façon de le traduire, c'est le libéralisme libertaire. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé de plus pertinent, et ça permet de comprendre à la fois qu'il y a une alliance, qu'ils se retrouvent sur un certain nombre de points, qu'ils soient d'ailleurs d'intérêt pour travailler ensemble, gagner de l'argent ensemble, ou doctrinaux, parce que les deux réflexes, les deux instincts sont tous les deux les enfants d'une pensée individualiste, d'une pensée de l'émancipation, et enfin, et donc de la modernité qui naît au moins avec le libéralisme XVIIe, anglo-saxon, et aussi socialement et géographiquement, parce que les deux s'émancipent, les deux se sont développés en un endroit très précis, à savoir la Californie. Donc ils sont à la fois les enfants d'une culture anglo-saxonne et plus particulièrement d'une culture californienne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu à votre question, en tout cas j'ai fait au mieux. Voilà. Bah si, comme vous l'avez dit, et c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, c'est un petit peu difficile pour nous en France de comprendre tout ça, parce que là-bas, les liberals, voilà, ce qu'on appellerait assez facilement, c'est vrai, les gens de gauche sont pas forcément les gens de gauche ici. Et pareil pour les conservateurs, et puis il y a effectivement les libertaires, etc. Les libertariens, tout ça est très différent et très nuancé, mais quand même, ça permettra d'aborder le point suivant. Par cette idée de libéraux libertaires, on a des gens qui effectivement se sont émancipés on va dire des structures traditionnelles qui faisaient même la société américaine des années 50-60. Et on va retrouver ça, d'ailleurs c'est très amusant, puisque vous parliez d'ironie de l'histoire, l'ironie de l'histoire c'est que bien souvent on a des gens qui sont très bienveillants, à l'américaine, ils sont très bienveillants, les Américains ont cette tendance à être votre meilleur ami le soir quand vous buvez un verre avec eux, et le lendemain ils ne vous reconnaissent même pas dans la rue. Mais c'est un petit peu l'idée que vous développez, à travers à la fois une bienveillance vis-à-vis de leurs employés, mais aussi un management très agressif, très agressif, avec leurs mêmes employés. Il y a un côté très schizophrénique dans tout ça. Ce sont les deux faces de la même pièce. Le management, c'est ce qui m'a... J'insiste, j'ouvre quasiment ce très court essai sur le management, donc sur le capitalisme en pratique, parce que il y a quelques mois, en début d'année, Netflix était sur la mauvaise pente, avait perdu plusieurs millions d'abonnés, 1,2 million sur les 6 premiers mois de l'année 2022, avait perdu 70%, son cours en bourse avait perdu 70%, etc. Et évidemment, tous les commentateurs y allaient en disant voilà, Netflix pourrait bien disparaître, Amazon, Disney sont une concurrence trop forte, etc. Et donc j'ai essayé de trouver, sans vouloir être prophète, une réponse, et j'ai essayé de comprendre Netflix tel que l'entreprise se comprenait elle-même. Et donc j'ai commencé à lire les documents qui sont des sources ouvertes d'ailleurs, le livre écrit par Reed Hastings que vous avez d'ailleurs cité, le mémo interne de l'entreprise, etc. Et en fait c'est dans le management que j'ai pu trouver une réponse sur l'avenir potentiel de Netflix. Heureusement, jusqu'à présent, je touche du bois, je me suis pas trompé, à savoir que Netflix avait un modèle de capitalisme redoutable, très efficace, basé sur la réinvention perpétuelle. Enfin, c'est la destruction créatrice. La liberté, pas de règles, comme vous le citiez. Et voilà, c'est un modèle de réinvention, une culture de la réinvention. C'est Hastings qui l'écrit noir sur blanc et qui me permettait de discerner les grandes tendances de l'entreprise et de dire, écoutez, soyons prudents, n'enterrons pas Netflix trop vite. Voilà, c'est un peu. Et d'ailleurs, j'ai rendu mon manuscrit le 2 juillet, et en fait, depuis le 2 juillet, on se rend compte que Netflix a rebondi. Ils ont repris un nombre d'abonnés assez significatif. Ils ont relancé une nouvelle formule avec publicité. Alors évidemment, c'est moins cher et donc ça augmente le nombre d'abonnés. Mais peu importe. Voilà,
Netflix opère aussi un tournant idéologique, nous pourrons en reparler. Il y a un certain nombre de choses qui attestent de la force de Netflix que l'on trouve dans ce management, donc qui est à la fois impitoyable, comme vous le soulignez, qui est à la fois très généreux. Les rémunérations sont très généreuses. 220 000 dollars de salaire médian annuel, c'est dire. Ça fait envie, ça fait envie. Et en contrepartie, c'est la capacité à licencier avec une facilité déconcertante. Enfin, dire le cliché du salarié qui se voit remercier et qui met toutes ses affaires dans un carton et qui part, c'est ça. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Alors évidemment, beaucoup de monde préfère rester chez Netflix quand on est payé ces sommes-là, des salaires de rockstar d'ailleurs. Dit Reed Hastings, payez vos salariés avec des salaires de rockstar, dit-il, parce qu'il a réussi à bâtir un modèle il a réussi à attirer à lui l'élite de l'élite du capitalisme américain. C'est, selon moi, eux, ils ont la prétention d'un modèle universalisable. Moi, je pense qu'il est justement très difficilement universalisable, si ce n'est même impossible à universaliser. Mais en tout cas, voilà, il a réussi à regrouper autour de lui des génies informatiques. L'algorithme Netflix, bon, je n'ai pas la formule sous les yeux, c'est évidemment le secret le mieux gardé du capitalisme américain aujourd'hui, mais bon, c'est sans doute un chef-d'œuvre d'intelligence artificielle. Donc pour ça, il a payé les meilleurs informaticiens ingénieurs qui sont en concurrence directe avec Facebook, Google et toutes les entreprises de la tech américaine. Et il a réussi aussi à bâtir une culture d'entreprise très forte. Il y a une appartenance à Netflix qui est très forte. Il y a des mécanismes qui sont propres à Netflix, propres à la Californie. Avec un peu d'ironie, on peut la juger très religieuse, parce qu'il y a un diktat de la transparence qui fait vraiment penser. Vous avez des réunions en petits comités, par petites équipes de 8 à 12 personnes, où tout doit pouvoir se dire en face. Donc ça ressemble à des confessions publiques. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans mon court essai des citations où le champ lexical religieux, d'ailleurs, est très important chez Hastings et chez les autres. Tout doit pouvoir se dire, et évidemment, on pense à des confessions publiques, à des réunions d'alcooliques anonymes, qui sont d'autres archétypes de la culture anglo-saxonne américaine, voilà, qui sont ici sécularisés, mais que l'on retrouve chez Netflix. Bon, après, il y a d'autres anecdotes, évidemment. Cette capacité à recruter l'élite de l'élite du capitalisme était un objectif d'Hastings parce que ça lui permet de supprimer une à une toutes les règles internes de l'entreprise. Et donc, à bâtir une entreprise prête à constamment innover. Il a bâti son entreprise suite à 2 traumatismes. Le premier traumatisme, c'est la faillite de sa première entreprise au milieu des années 90. Et rétrospectivement, il s'est dit « j'ai échoué parce que j'ai recruté des salariés pour qu'ils respectent les normes internes que j'avais édictées et non pas parce qu'ils étaient en mesure d'innover. Et c'est pour ça que mon entreprise s'est plantée. Deuxième choc auquel il a fait face, c'était un peu plus tard, on va dire 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, au début des années 2000. Netflix, donc, qui, comme vous le rappeliez, louait des DVD par correspondance, c'était le Moyen-Âge technologique, louait des DVD par correspondance, donc connaît ses premières difficultés, et il doit lourder un tiers de ses effectifs. Ça se fait évidemment dans la douleur, il a quelques scrupules, mais donc il vire un tiers des effectifs, les moins bons, après avoir étudié tous les CV, les profils, etc. Et quelques jours après, il se dit « Oh, mais c'est incroyable, en fin de compte, tout allait mieux, tout allait au mieux dans le meilleur des mondes possible, dirait-on. » Pourquoi ? Selon lui, parce que la densité de talent a augmenté. D'ailleurs, il parle de QI sans scrupule. Il dit le QI a augmenté parce que j'ai viré les moins bons, y compris par exemple les collègues sympathiques mais inefficaces, etc., etc. Et donc, il recrute, comme je disais, l'élite de l'élite du capitalisme. Et cette capacité à disposer des meilleurs, d'avoir les meilleurs sous la main, lui permet d'enlever toutes les normes internes. Par exemple, la demande aux supérieurs pour des congés. Pas besoin de demander des congés, pas besoin de demander des remboursements, pas besoin de... Même pour certaines décisions stratégiques, elles sont très souvent déléguées, même si, évidemment, la contrepartie, c'est des licenciements potentiellement très, très, très abrupts. Voilà. Il y a le côté libéral-libertaire, il y a le côté très agressif dans le management, et il y a une idéologie, en tout cas, c'est quelque chose qu'on reproche
en bien, enfin, on lui reproche ou alors on bénit Netflix pour ça. Mais comme on l'a dit, c'est un vecteur culturel qui effectivement est dans la création, puisque maintenant Netflix est un des plus gros producteurs de contenu culturel, tant en termes de films que de séries. Alors c'est surtout la série, bien sûr, qui démarque au niveau de Netflix. Je vais encore vous citer, ça paraît, c'est très intéressant, quand la vice-présidente de Netflix, Verna Myers, je crois, qui dit je pense qu'une entreprise intelligente cherche à plaire à ses consommateurs et à ses consommateurs à venir, poursuit-elle. La vice-présidente continue. C'est ainsi que nous voulons satisfaire notre base multiculturelle de consommateurs. Nous créons des histoires qui rassemblent les gens dans le monde entier. Avance la plateforme avec une batterie de statistiques. 39,9% de la population américaine dit s'identifier avec un groupe racial ou ethnique sous-représenté. La plateforme est fière d'avoir atteint 36,2% dans l'ensemble de son offre, mais insiste sur la volonté de progresser encore. Par ailleurs, ses personnages principaux sont à 15,2% noirs. Alors, il y a la première série, si je ne me trompe pas, qui a fait connaître Netflix à l'époque, c'était House of Cards. Donc c'était une série politique, bon, bon, qui ne mettait pas vraiment en avant à l'époque ces histoires qu'on appellerait aujourd'hui woke, à savoir mettre en avant les minorités, etc., minorités ethniques, minorités sexuelles. Mais ça a changé puisque maintenant il y a énormément de séries. Et d'ailleurs, c'est un comment dirais-je, des arguments de vente de Netflix, c'est que, d'ailleurs la vice-présidente le dit bien, c'est que eh ben, il faut mettre en avant des séries, il faut créer des contenus culturels qui ressemblent aux gens. Ouais. Alors, Maintenant Netflix est enfermé là-dedans, alors écoutez, assez complexe parce que nous sommes en plein tournant. Donc vous n'avez pas totalement tort. Le problème, c'est que, a priori, je ne sais pas si. Enfin, comment dire. C'est assez difficilement. Je ne serais pas totalement catégorique parce que ce tournant a lieu. Il y a un an, un humoriste qui s'appelait David Chappelle a eu peut-être la malencontreuse idée selon certains, de dire que l'idée selon laquelle certains seraient nés dans le mauvais corps lui semblait étrange, donc à savoir les transgenres. Donc il y a eu une grande opposition au sein même de Netflix, levée de bouclier arc-en-ciel comme on dit, pour réclamer la tête de David Chappelle, qui accessoirement est un des humoristes les plus suivis aux États-Unis. À partir de ce moment-là, la direction de Netflix a commencé à se dire zut, il y a un problème parce que évidemment il y a un contrat d'exclusivité de 60 millions de dollars. Et donc il y a eu d'ailleurs des manifestations au sein même du siège de Netflix en Californie avec des salariés qui ont envahi une réunion de direction, etc., etc. Et donc la direction s'est dit bon, là il y a quand même un petit souci et ils ont modifié leur mémo interne d'entreprise. La mémo interne pour Netflix, c'est comme la Bible, c'est le modifier, c'est donc ajouter un verset, c'est encore une fois très religieux. Et dans cette modification stipulait, si vous travaillez chez Netflix, vous pouvez travailler sur des productions qui seront contraires à vos propres convictions personnelles. Et ça, c'était un tournant. C'était non seulement un tournant chez Netflix, c'est aussi un tournant potentiellement pour l'ensemble du secteur audiovisuel américain, parce que Netflix, encore une fois, a une position centrale. Alors, depuis, on peut avoir le sentiment qu'il semble y avoir une petite inflexion. Par exemple, Sense8, qui est une série très LGBT, ne s'est pas vue reconduite après la deuxième saison. Il n'y a pas de troisième saison. Qui était produit par les sœurs Wachowski, enfin anciennement frères. Les anciens frères, devenus sœurs, exactement. Donc il y a certains signes comme ça avant-coureurs. Bon, on parle beaucoup d'Al West Orient Nouveau, qui est un film des dernières productions qui est absolument pas woke, etc., etc. Donc il semble se passer quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça changera totalement. Je pense qu'il serait naïf de penser que le wokisme disparaîtra totalement de Netflix, parce qu'il est beaucoup trop présent au sein du milieu culturel audiovisuel californien pour être totalement écarté. Mais il n'est pas impossible que la direction se soit rendu compte économiquement parlant, commercialement parlant, le wokisme ne rapporte pas. Et d'ailleurs, quand ils ont justifié la fin de Sense8, le CEO l'a dit. Ça a passionné une minorité, mais le public était insuffisant. Donc c'est comme d'habitude avec toutes les
les causes idéologiques aux États-Unis, c'est une question d'intensité. En gros, il faut qu'elle rapporte. Mais pas, Tant qu'elle voilà. rapporte pas, si elle rapporte pas d'argent, bon. Et donc, Sense8 a disparu, et donc, et d'autres productions d'ailleurs. Donc, il se peut, voilà, qu'il y ait un petit changement. Encore une fois, il ne sera sans doute pas systématique, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une plus grande segmentation de l'offre de Netflix. Et d'ailleurs, via l'algorithme, Netflix le sait déjà. Ils savent absolument tout des productions peut-être plus woke. Ils savent exactement quand est-ce que vous avez abandonné une série parce que vous en avez ras-le-bol de voir, j'en sais rien, des histoires LGBT ou woke de manière générale. Ils le savent. Ils savent quelles séries ont été abandonnées plus vite que d'autres. Est-ce que la finesse, justement, parce que oui, bah, c'est sûr, j'étais assez caricatural dans ma question, mais il faut toujours l'être un petit peu. Mais, non, parce qu'en fait, mon livre, j'ai rendu mon manuscrit le 2 juillet. Oui. Et donc, il y a un certain nombre de résultats, et donc je suis hyper critique dans mon essai. J'aurais sans doute évoqué beaucoup. Je pense avoir un peu deviné le tournant, mais si j'avais rendu mon manuscrit le 2 janvier, forcément, je pense que j'aurais évidemment beaucoup plus insisté, comme je le fais maintenant devant vous, sur ce tournant. C'est évident. Jusqu'où ira-t-il? Bon, voilà, je pense qu'il y aura une segmentation de l'offre. Ils sauront, vous, si vous préférez, j'en sais rien, les films historiques. Bon, voilà, vous aurez davantage de films historiques et beaucoup moins de films LGBT et autres dans votre plateforme. Oui. Mais par rapport à la segmentation, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que justement, il y aura une espèce de finesse qui va s'instaurer avec peut-être des produits moins, on va dire moins bourrin, moins vraiment infanterie comme Sense8 par exemple, mais Turbo Woke. on l'a vu, on l'a vu par exemple, on l'a traité sur nos ondes avec la série Dahmer, en plus série très courte, je crois que c'est 10 épisodes. J'ai regardé le début, mais je vais être honnête, j'ai pas vu la fin, mais un ami a traité le sujet et pour lui voilà, c'est une série à partir du moment plus on avance dans la série, plus on arrive dans ce qu'on appellerait le woke, où grosso modo on reproche aux blancs, voilà, carrément, hein, on reproche aux blancs d'avoir laissé tuer les noirs. Bon, c'est un peu l'idée que développe la série. Bon, est-ce que justement il n'y aurait pas cette finesse scénaristique et artistique même dans la façon désormais d'apporter les idées, enfin dans le combat des idées développées et soutenues aussi par Netflix, à savoir vraiment mettre des petites touches comme ça? C'est sûr que empiriquement on voit que le wokisme chez Netflix est beaucoup plus insidieux entre guillemets que celui chez Disney. Chez Disney, c'est beaucoup plus, comme disent les Américains, in your face, comme on dit. Quand on voit Pinocchio avec la fée qui, évidemment, dans le classique, est blonde aux yeux bleus et se retrouve transgenre, noir, etc., avec le crâne rasé, c'est quand même un degré. Netflix est peut-être un degré moins. Est-ce que votre question, c'est aurons-nous des productions plus nuancées, plus malines, pourrait-on dire même. C'est sûr que c'est un camarade justement qui me disait que ça pouvait pas marcher, le wokisme ne pouvait pas marcher, et c'est sûr parce que justement il était trop entre guillemets vulgaire. C'est sûr que parce qu'il est idéologique, il n'est pas spontané. À chaque fois, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On voit bien que les couples LGBT qui sont insérés dans les séries n'ont absolument rien à voir avec la trame narrative. C'est ça qui choque en fait le public. Encore, il y aurait des histoires, j'en sais rien, on ferait un film sur j'en sais rien, la vie homosexuelle de Shakespeare, comme ça a été le cas d'ailleurs. Bon, admettons peut-être, mais cette espèce d'envie à tout prix de cocher toutes les cases, quitte à tordre la narration d'une série, c'est ça qui exaspère le public. C'est clairement ça qui exaspère le public. Alors, est-ce que ça évoluera? Est-ce qu'ils écriront des scénarios un peu plus fins? Oui, c'est possible. C'est une autre option. Ou alors, ils écriront des scénarios plus fins, ce sera encore plus subversif. Ou alors, ils mettront de l'eau dans leur vin, dans le sens où ils feront disparaître certaines grossièretés. Bon, c'est sûr qu'Elon Musk, il y a un an, avait tweeté que Netflix était devenu irregardable à cause du virus woke. Je pense que ça a été entendu. C'est un jugement personnel.
Et je noterai d'ailleurs que Reed Hastings, le patron de Netflix, il y a 2 semaines, a félicité Elon Musk pour ce qu'il faisait chez Twitter. Voilà, donc j'ai quand même tendance à penser à un léger tournant. Léger tournant, et puis même on terminera sur ce point avec quelque chose que j'ai vu là, très récemment, une dernière production Netflix, documentaire cette fois-ci, où là Netflix se fait carrément reprocher, enfin se fait étiqueter complotiste parce que c'est une série documentaire qui s'appelle, je crois, À l'aube de la civilisation, et donc ça met en avant un scientifique voilà, qui remet en question toute l'histoire de l'humanité à partir de l'âge de glace, etc. Bon, et c'est très drôle, voilà, parce qu'on parlait d'ironie du sort, c'est très drôle finalement de voir que même Netflix n'échappe pas voilà, à cet étiquetage complotiste à un moment donné. Donc quoi, bon, voilà, tout ça est quand même très, voilà, très fluctuant, comme on le disait. Mais il y a aussi une chose qu'il faudrait évoquer, vous en parlez aussi dans le livre, c'est que Netflix est peut-être considéré, peut-être que maintenant c'est trop tard, comme vous l'avez dit, ça évolue tellement vite, mais à un temps était considéré comme une menace pour le cinéma, puisque Netflix remet en question la fameuse chronologie des médias, hein, qui est une exception culturelle française. En France, ouais. Ouais. Mais est-ce que la production, quand même qualitative, on peut le dire, de certaines séries, certains films de Netflix, remet en question, enfin en tout cas met en péril la vie du cinéma, et même si on dit, bon, d'ailleurs ça change beaucoup, hein, les gens vont au cinéma, puis après, ils y vont plus, etc. Est-ce qu'on est vraiment maintenant dans la consommation chez soi ? 40% des consommateurs de plateformes se rendent moins au cinéma. Et je dois l'admettre que je me rends beaucoup moins au cinéma depuis que les plateformes existent, c'est évident. Bon, après, il y a peut-être la vie de famille qui rentre aussi en ligne de compte, mais voilà. C'est à cause de la vie de famille, peut-être que j'ai besoin des plateformes, etc. Bon, le Covid a sans doute aidé, mais c'est évident que les plateformes ont envahi notre intimité. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les plateformes sont inquiétantes. Ça veut dire qu'on regarde les séries chez nous en pyjama au fond de notre lit, en fin de journée, etc. Et nous nous abonnons aux séries, mais nous nous abandonnons aussi aux séries parce que nous sommes particulièrement vulnérables. Nous les regardons dans notre intimité quand nous sommes le moins conscients, sans doute. C'est pour ça que nous sommes vulnérables au contenu idéologisé. Donc, enfin, pour en revenir à votre question, oui, la menace à l'encontre du cinéma est énorme, le coût est très rude. C'est bien pour ça aussi que Disney, par exemple, s'est lancé sur les plateformes. Dites-vous que les coûts de diffusion d'un épisode de Star Wars, d'un film de Star Wars, s'élèvent à 145 millions de dollars. Disney devait payer les cinémas 145 millions de dollars pour être diffusé dans les cinémas. Et ça a des implications énormes, parce que si par exemple vous produisez un film de 2 heures au lieu d'une heure et demie, eh bien le nombre de séances à la journée diminue parce que évidemment les films sont plus longs. Donc il faut faire des productions plus courtes. Et donc Disney a très simplement dit qu'il pouvait être plus économique de diffuser les films Star Wars ou autres sur leur propre plateforme et d'économiser 145 millions de dollars plutôt que de passer par la case cinéma. Et donc les cinémas, potentiellement, auront moins de films à diffuser. Ça, c'est la menace entre guillemets américaine, internationale. Après, en France, c'est évident que... cela dit, vous avez peut-être vu hier que pour la première fois depuis 1945, il n'y aura aucun film français dans les 10 plus grands succès cinéma de l'année 2022. Je veux dire, le cinéma français est dans un tel état pathétique qu'il est évident que la première concurrence un peu rude risque de le foutre définitivement à 6 pieds sous terre. Évidemment, vous posez la question aux Français, le sondage à ma connaissance n'existe pas, mais vous posez la question aux Français entre un abonnement Netflix et aller au cinéma pour voir des films français, je pense que la plupart préféreront évidemment aller à Netflix, un abonnement Netflix, parce que tout simplement le cinéma français est grotesque dans la plupart du temps. Il y a une réponse technique à cela. Les premiers producteurs des films français sont des chaînes de télévision, Canal+, par exemple. Et parce que ce sont des chaînes de télévision, eh bien, ça a incité le cinéma français à produire des films formatés pour la télévision.
Donc typiquement, des comédies, alors c'est sans doute très bien, on a peut-être de très bonnes comédies en France, mais à force de ne faire que des comédies ou alors des espèces de drames pathétiques sur je ne sais quel drame migratoire en France, c'est évident que vous ne pouvez pas créer des chefs-d'œuvre. Vous ne pouvez pas créer des chefs-d'œuvre. Vous créez des séries B pour la télé, c'est tout. Créer des séries B pour la télé. Et au-delà de ça, on en avait aussi parlé il y a quelques temps sur nos ondes du cinéma français. Et certains défendent le cinéma français très bien, hein, à juste titre, et défendons le cinéma français, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. C'est-à-dire que oui, on produit beaucoup de cinéma encore en France, et vous l'avez dit, il y a Canal+, et d'autres. Mais malheureusement, des films français qui font la différence, qui font les chefs-d'œuvre, ça, effectivement, on les cherche encore, on les cherche toujours. Et par rapport à tout ça, ça sera ma dernière question, Monsieur Chano. Est-ce que Netflix ayant joué son rôle, est-ce que par un juste retour des choses, bah, la fameuse ironie du sort, hein, on retombe toujours là-dessus, est-ce que maintenant Netflix ayant eu quelques difficultés, hein, j'ai vu récemment aussi qu'ils allaient, cette fois, enfin, c'était désormais acté, ils allaient coller des amendes aux gens qui donnaient leur code d'accès. Voilà, parce que, bon, bah, évidemment, à partir du moment où quelqu'un a un code, bon, il le file à tous ses potes et c'est parti. Est-ce que Netflix n'est pas arrivé finalement à la limite? C'est-à-dire que là, bon, il y a eu des difficultés financières, ils ont remis en question également, comme on l'a dit, la culture woke, etc. Est-ce que bah, c'est le début de la fin pour Netflix et finalement ça risque de partir aussi vite que c'est venu? Bah, je sais pas, moi j'ai tendance à penser que, comme je vous le disais, que Netflix a une capacité de rebond assez redoutable. Après, j'ai bien conscience que, bah, par exemple, l'offre avec pub n'a pas l'air d'avoir séduit énormément de monde. Donc potentiellement ce sera un échec. Après, de là à dire que Netflix va sombrer, bon, le Colosse a encore des ressources. Le Colosse a encore des ressources. Je miserais plutôt sur une capacité de rebond. Voilà. Après, c'est totalement hypothétique, mais c'est plutôt l'hypothèse vers laquelle je pencherais. Et dernière question anecdotique, mais que je trouve rigolote. Quelle a été la meilleure série pour vous de Netflix? Alors c'est amusant, mais jamais dans mon bouquin je parle d'art. Oui. On ne parle plus d'art avec Netflix. On ne parle plus de 7e art. Donc on parle de production audiovisuelle. À partir de là, j'admets totalement consommer du Netflix, j'admets regarder des programmes divertissants. Donc forcément les critères sont bien moindres. Alors récemment j'ai regardé à l'Ouest rien de nouveau que j'attendais, ce qui m'a... Alors j'ai pas envie de dire que je l'ai aimé parce qu'en fait il m'a retourné l'estomac, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi la guerre de 14 a tendance à vraiment me retourner à chaque fois l'estomac, peut-être pour des raisons familiales ou que sais-je. Et c'est le cas. Mais c'est un film à voir. C'est un peu longuet quelquefois, ça dure 2h30, mais c'est à voir. Après, qu'est-ce que j'aurais bien aimé que The Last Kingdom, qui se passe au 9e siècle en Grande-Bretagne, lors des invasions vikings, dure un peu plus longtemps, enfin qu'il y ait une dernière saison. Bon, ce sera a priori pas le cas, mais bon, c'était une production que j'ai bien aimée. Vous pouvez regarder des policiers pour échapper au virus woke, comme on dit, parce qu'en général, c'est pas trop le cas. Et puis bon, il y a 2-3. Qu'est-ce que j'ai. Bon, c'est un peu plus vieux, mais Le Roi, c'était pas mal. Même si, évidemment, historiquement, c'était, paraît-il, totalement erroné pendant la guerre de 100 ans. Il y avait quand même 2-3 efforts qui étaient pas mal. J'ai un petit fait, non, mais c'était pas Netflix, c'était chez un concurrent. Mais bon, il y a 2-3 trucs de science-fiction. Alors c'est un peu plus dur la science-fiction de trouver des chefs-d'œuvre, j'en parle même pas, mais de trouver des trucs de qualité, c'est assez difficile. Mais bon, à titre personnel, j'ai un petit fait pour la science-fiction. Voilà, bon, c'est 2-3 exemples. Je pourrais essayer de vous en trouver plus si vous voulez, mais je suis sûr que vous avez les vôtres et que vos auditeurs ont les leurs aussi. Donc, bah oui, les auditeurs. C'est comme les flops ou les tops et les flops. Les échecs de Netflix, on les a tous, hein, ça. Bah, d'ailleurs que les auditeurs n'hésitent pas, hein, qu'ils mettent un petit peu ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont découvert. Bah, en tout cas, Monsieur Chano, merci. Et c'est moi. Pour cette intervention. Merci beaucoup. Nous vous recommandons, chers auditeurs, vous le savez bien, c'est au même titre qu'un divertissement sur Netflix, une vidéo YouTube c'est bien, mais ça remplace pas la lecture. Donc lisez ce petit essai, l'Empire Netflix aux éditions Nouvelle Librairie.
Et puis vous verrez que, bah oui, effectivement, comme souvent, Netflix, il y a du bon, hein, oui, ça produit des choses qui peuvent être divertissantes, intéressantes, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais. Donc voilà, ça vous permettra de faire la part des choses. Merci encore, Monsieur Chano. Et C'est moi. chers auditeurs, vous connaissez la petite musique. La vie commence toujours demain. Et au les cœurs.